c'était le bon choix pour moi. Il n'y a pas d'autre option. Voilà. Israël, moi je dis, c'est le pays pour réaliser vos rêves. Il n'y a pas de limite. Rêvez, croyez à vos rêves. C'est le pays des possibilités. En France, on ne se sent pas du tout comme ça. Moi, en France, je me sentais sur des rails bien tracés. Tu fais ta carrière et puis voilà. J'ai 65 ans aujourd'hui et ça m'empêche pas d'aller prendre un cours de clown médical. C'est le pays où tout est possible. Céline Clémence Sebag, bonjour. Bonjour Cathy. Alors on se retrouve ici dans un centre, ça s'appelle Merkaz El Alev. C'est un centre qui est très cher à votre cœur. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? El Alev, c'est un centre où on enseigne la self-défense aux femmes et aux jeunes adolescentes. Et pour moi, c'est près de mon cœur parce que j'y ai trouvé une façon de faire un tikkun, une réparation de quelque chose qui m'est arrivé quand j'avais 18 ans. J'ai été victime d'un viol collectif en Israël, à Jérusalem, alors que j'étais touriste et que je venais voir où est-ce que j'allais m'installer en Israël. Et donc, quand j'ai trouvé El Alev en 2005, en tant qu'élève, que je suis venue suivre leurs cours, au bout du deuxième cours, je me suis dit, voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je devienne madricha de Hagana Atzmit, de self-défense pour femmes et adolescentes. C'est un endroit où on enseigne la prévention des agressions sexuelles, des abus dans la famille, dans le couple, des abus verbaux, des abus financiers qu'il peut y avoir dans le couple, de toutes sortes d'abus de ce genre. Et aussi, on enseigne comment faire respecter ses propres limites. Ça peut être un voisin qui vous dit, qui vous demande de faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Et ben, on vous apprend comment vous allez lui dire non, sans pour autant, tout en sachant que le lendemain vous allez encore le rencontrer dans votre immeuble et voilà. Alors il y a à peu près 28 ans, malgré ce drame terrible qui vous est arrivé et qui vous a hanté, on va dire, toute votre vie, vous décidez de revenir en Israël pour vous installer. Vous faites votre alia alors que vous n'aviez plus jamais mis les pieds en Israël, que vous ne vouliez plus entendre parler d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est exact. D'abord, après ce malheureux accident qui m'est arrivé à l'âge de 18 ans, j'ai rayé Israël de la carte du monde. Pour moi, ça n'existait plus. Je n'entendais même pas, je ne voulais même pas entendre ce qu'il s'y passait. Donc, dès que j'entendais Israël à la radio, je fermais la radio. C'était trop douloureux. Et c'est comme si j'avais été trahie. Et, alors que c'était mon rêve premier. Depuis toute petite, j'ai senti l'antisémitisme en France. Depuis l'âge du GAN, à 3 ans, on m'a déjà traité de sale juive parce que j'avais la peau foncée, parce que je m'appelle Sebag. Voilà, qu'on savait que j'étais juive. Donc, et pourtant, j'ai grandi à Sarcelles et à Garges, où il y avait quand même beaucoup de juifs à l'époque. Mais malgré ça, j'ai été aussi dans ma classe et au GAN. Plus tard, après, à l'école? À l'école et aussi au GAN, où on m'a traité de sale juive. Et pour moi, ça m'avait tellement blessée et que pour moi, je me suis dit non, Paris et la France, bien que je sois née à Paris, c'est pas ma place, ce ne sera jamais ma maison. Donc pendant longtemps, j'ai fait des choses pour survivre, entre guillemets, parce qu'en réalité, je ne me sentais pas vivante, je me sentais plutôt morte vivante. Et bon, j'ai subi des thérapies, j'ai essayé de mourir, c'était vraiment toute la panoplie d'un post-trauma, donc de ce type. Et j'ai pratiqué des sports extrêmes à l'époque, comme le parachute, l'avion. Et un beau jour, je ne sais pas pourquoi, un matin, j'avais 36 ans, je me suis réveillée et c'est comme si une voix me parlait, une voix intérieure me disait « Céline, si tu veux fermer la boucle de ces 18 ans, il faut que tu te lèves et que tu t'en ailles. » C'était Lech Lecha. En fait, quand j'ai fait mon alia, c'était la parashat Lech Lecha aussi. Et ça m'a pris 1 an pour tout boucler en France, le travail, l'appartement, les amis, la famille. Et je suis la première de ma famille qui suis venue m'installer en Israël. Donc en 96, je suis arrivée. Et voilà, depuis, tout va en s'améliorant. Et aujourd'hui, je peux dire que
c'est derrière moi. Tout ce qui est au niveau des thérapies que j'ai eu à subir, à suivre, tout ça est derrière moi. Aujourd'hui, je suis à une place où je peux aider les autres. Pourtant, vous avez une très bonne situation, ça n'a pas dû être simple. Alors, de partir, votre histoire, elle fait écho à celle des Juifs de France aujourd'hui, qui sont installés dans une vie, qui ont aussi envie de partir. Et puis, elle fait aussi écho à ces filles, malheureusement, nos filles qui ont été violées par le Hamas et qui reviennent et qui parfois se taisent, qui parfois arrivent à parler. Mais on sent que la société israélienne a peut-être encore du mal à comprendre leur douleur. Oui, bien sûr. Toute personne qui subit ce genre d'agression, donc le viol ou le viol collectif, ok, c'est un moment donné dans la vie de quelqu'un, mais tout ce qui vient après, toutes les années qui suivent, les thérapies pour s'en sortir, parce que c'est comme si on est dans l'obscurité en fait, et que rien ne va, tout est noir, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. On a perdu son intégrité, sa personnalité. L'âme a été, pas seulement le corps, mais l'âme a été violée, a été bafouée. Et il faut se reconstruire. Et ça, c'est très difficile. Et les gens ne se rendent pas compte du temps que ça peut prendre. Ça peut prendre une vie entière. Une vie entière ou une génération, 25 ans, ou plus ou moins, ça dépend. Mais ça prend énormément de temps pour se reconstruire. Et chacun doit trouver son chemin pour y arriver. Moi, j'ai trouvé le mien grâce à des choses que j'ai faites. J'ai grimpé des montagnes. J'ai vu au sommet du Mont Blanc, alors que je suis pas du tout alpiniste, hein. On monte donc la nuit, on commence à escalader à minuit. Et quand on arrive en haut, c'est le moment où le jour va se lever et le soleil va se lever. Et donc j'ai vu cette lumière incroyable sur la chaîne des Alpes. Et d'un seul coup, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est beau! Et je me suis dit, mais c'est la beauté de Dieu, c'est pas autre chose. On peut pas voir ça quand on est en bas. C'est quelque chose de magnifique. Et là, j'ai compris qu'il fallait que je vive et que j'avais certainement une mission sur cette terre, que j'ai trouvée un peu plus tard en arrivant dans cette association El Alev, que ma mission, en fait, c'était d'aider les autres et à la prévention. Et puis, si malheureusement quelque chose s'est déjà passé, à s'en sortir et à vouloir vivre. Bien sûr. Alors, vous êtes revenu, en tout cas en Israël, pour vous installer. Comment ont été vos premiers pas, l'Ulpan? Vous vous acclimatez? Où êtes-vous arrivé? Effectivement, j'avais une très bonne situation en France, comme vous l'avez dit tout à l'heure. J'étais chef de fabrication dans 2 maisons d'édition, Hermann éditeur et Diderot éditeur, des sciences et des arts. Et quand j'ai quitté ces postes, où je gagnais bien ma vie, j'étais connue dans le monde de l'imprimerie et de l'édition, j'ai pas hésité un seul instant. Je me suis dit, je ferai ce que je trouverai. C'est pas grave, de toute façon, ce métier-là, c'est sûr que je le ferai pas parce qu'il faut la langue à un bon niveau que je n'avais pas en arrivant. Je ne connaissais pas l'hébreu, donc en 96, quand je suis arrivée, j'ai fait un ulpan dans un Merkat Klita à Nahariya, en face de la mer, à la frontière du Liban. À l'époque, c'était en 96, ça tirait les katyushot. Donc tout l'ulpan s'est passé dans le miklat de l'immeuble. Tu ne parlais pas l'hébreu. Comment on arrive à une telle maîtrise, enfin en tout cas à la maîtrise que tu as aujourd'hui? Il y a des gens qui sont en Israël depuis 30 ans, ils ne parlent pas l'hébreu non plus. Comment as-tu appris l'hébreu à Nahariya? J'ai une prof extraordinaire, avec qui d'ailleurs je viens de renouer pour lui annoncer que j'avais écrit un livre en hébreu, et elle était très fière. Et je dois convenir avec elle d'un rendez-vous pour le lui apporter. D'abord, j'ai suivi les cours, qui étaient excellents. L'après-midi, pas de cours, donc qu'est-ce que moi je faisais? J'allais à pied à la bibliothèque de Nahariya, et sur le chemin, je posais des questions aux gens que je croisais, aux Israéliens, Macha, des choses simples. Ça me faisait entraîner mon hébreu. À la bibliothèque, je m'asseyais au rayon enfants et je prenais un livre, n'importe lequel, en hébreu, une histoire d'enfant. Je le lisais du début à la fin. Ça prenait combien de temps? Ça me prenait 2 heures. Et puis, je comprenais pas tout, ce que je lisais au départ, mais c'est pas grave. Je voulais entraîner
D'abord de voir ces lettres écrites et ensuite je retournais le lendemain, rebelote, Autodavar, la même chose. Et puis je me suis entourée d'Israéliens. Quand je suis arrivée au kibbutz, il n'y avait pas de Français. Même au Merkat Klita, il n'y avait que des Éthiopiens, des Ukrainiens et des Russes, il n'y avait pas de Français. J'étais la seule Française. Donc on est obligé de parler. Mon hébreu s'est amélioré au fil des années parce que j'étais entourée d'Israéliens, parce que j'allumais Reshet Bet, la radio en hébreu, même si je ne comprenais rien au début. Alors la première chose que j'ai compris, c'était la météo, après le sport et la politique, je ne peux pas dire que je comprends tout, même aujourd'hui, même après 28 ans et demi en Israël et même avec la maîtrise de l'hébreu que j'ai aujourd'hui, parfois la politique, c'est incompréhensible ce qui se passe ici. Je peux aller au théâtre et avoir du plaisir à écouter une pièce en hébreu. Ça a pris combien de temps, ça, par exemple? Ça a pris à peu près 8 ans. 8 ans. Pour aller au théâtre, au cinéma, voir vraiment des films en hébreu sans traduction et comprendre. Et avoir du plaisir. Rire en même temps que les Israéliens, parce qu'il y a un jeu de mots, parce que... Oui. Et puis j'ai lu beaucoup en hébreu. C'est une fierté, ça? C'est une fierté. Et puis il y a une chose que j'ai faite aussi, c'est que j'ai acheté un grand dictionnaire, qui est un dictionnaire pour les adolescents, où il y a des images, des dessins, et chaque mot est repris dans une phrase complète et expliqué, et j'ai recopié le dictionnaire, une colonne par jour, donc j'ai fait ça aussi. C'est rentré. C'est rentré. C'est un bon conseil, ça à suivre. Ce sont des bons conseils à suivre. Si on peut, même 10 minutes par jour, il faut pas faire que ça, il faut faire plein d'autres choses. Un bon conseil, s'immerger dans la langue, par tout ce qui vous est facile, que ce soit audio, que ce soit par l'écriture, par la vision, allez-y. Tout est bon pour apprendre l'hébreu et c'est très important pour s'intégrer dans ce pays. C'est, à mon avis, la clé de la réussite en Israël. Et au bout de 5 mois, je suis sortie. J'ai trouvé un kibbutz pour m'accueillir, mais après avoir tapé à la porte en écrivant, en téléphonant, en me déplaçant, de nombreuses fois, c'était pas automatique parce que j'avais déjà 37 ans et c'était pas facile de rentrer, mais finalement, j'étais tellement tenace et je savais ce que je voulais. Donc je suis rentrée là et j'ai travaillé avec des animaux dans un zoo qu'il y avait à l'époque, donc au kibbutz Souba, qui est près de Jérusalem. Au bout de 3 ans, ils ont fermé le zoo parce que c'était pas rentable pour eux. Ils m'ont proposé de rester et de travailler au Hadar Ochel, mais moi, ça m'a pas plu. Donc je suis allée suivre une formation pour devenir assistante vétérinaire et j'ai travaillé pendant une 15aine d'années dans ce métier. Et en parallèle, j'ai fait beaucoup d'autres formations, guide de touristes, prof de yoga, prof de gym pour les seniors, prof de Qigong, et j'en passe. Et là, je viens de terminer un cours de clown médical et de clown éducatif. Donc là, je suis bénévole dans des écoles, dans des hôpitaux, dans des maisons de retraite, pour apporter un peu de simcha à la Keïla. C'était un bon choix, cette deuxième vie, ce redémarrage ici, en Israël. Sans aucun doute, pour moi, c'est une renaissance, c'est une deuxième vie, c'est une deuxième chance qui m'a été donnée par des forces que nous ne comprenons pas toujours, mais je suis très, très attachée au côté spirituel de mon alia. Moi, je n'ai pas été pratiquante, bien que ma famille l'était. Je suis la seule de la famille qui ait pris un autre chemin. Et grâce à mon retour en Israël, j'ai retrouvé mon côté spirituel et j'y suis très, très attachée. Et maintenant, d'être revenue en plus à Jérusalem, ça fait 1 an que je suis revenue à Jérusalem. J'ai passé 12 ans à Netanya pour aider mes parents qui habitaient là-bas. Donc maintenant, c'est encore plus flagrant que c'était le bon choix pour moi. Il n'y a pas d'autre option. Voilà. On a l'impression que Israël vous a donné la possibilité d'ouvrir votre champ des possibles, d'explorer tout ce que vous aviez envie de faire dans la vie. C'est vrai. Israël, moi je dis, c'est le pays pour réaliser vos rêves. Il n'y a pas de limite. Rêvez, croyez à vos rêves. Qu'est-ce qui fait ça? Je ne sais pas. C'est quelque chose qui est à l'intérieur et c'est le pays des possibilités. En France, on ne se sent pas du tout comme ça. Moi, en France, je me sentais sur des rails bien tracés. Tu fais ta carrière et puis voilà. Tu arrives à la retraite, Herchéou, et puis terminé. Ici,
On peut avoir, j'ai 65 ans aujourd'hui et ça m'empêche pas d'aller prendre un cours de clown, hein, si j'ai envie, clown médical. Et c'est le pays où tout est possible, Israël. Pourquoi c'est comme ça d'après vous? C'est les gens qui font ça? C'est quoi? C'est nous qui changeons quand on arrive? C'est le pays qui fait ça. C'est un pays nouveau. C'est un pays où tout est possible, où tout est ouvert. En France, moi, je me sentais enfermée, vraiment pas bien, pas à l'aise. Ici, on respire, on peut tout choisir. On peut choisir ce qu'on aime, on peut choisir ce qu'on veut. Il suffit de vouloir et bien sûr de faire le pas pour que les rêves se réalisent. Alors, en plus de tout ce que vous nous avez raconté, vous venez d'écrire un livre oui. En hébreu. Bravo, bravo pour ça. Un livre plein d'espoir. C'est vrai. Alors, ce livre, j'ai choisi de l'écrire en hébreu sans passer par le français parce que je suis très, très attachée à cette langue, à l'hébreu. Je l'ai écrit justement parce qu'il y a un message d'espoir. J'ai raconté mon histoire qui m'est arrivée à 18 ans et puis tout le chemin que j'ai parcouru depuis jusqu'à aujourd'hui et comment j'en suis venue aujourd'hui à trouver mon Yehoud, ma mission sur Terre, pourquoi je suis née en fait. C'est ce que j'ai compris de mon histoire en grimpant les montagnes. En fait, c'est que j'ai eu la force de surmonter bien difficilement tout ce qui était arrivé et de m'en sortir et d'être à une place où je peux aider les autres. Aujourd'hui, dans ce monde où on vit, on est beaucoup dans le paraître. On parle beaucoup du corps, mais de la beauté du corps, du côté esthétique. Et vous, ce qui vous a aidé, d'après ce que vous nous racontez, c'est de maîtriser votre corps, d'aller à fond avec lui, de le pousser à fond. Est-ce que ça, c'est aussi un message pour les jeunes filles d'aujourd'hui? Je pense que c'en est un. Effectivement, moi, ma voix, ça passait par le corps, puisque c'est mon corps qu'on a blessé. Et donc, il fallait que je répare quelque chose dans mon corps. Et tout ce que j'ai fait qui passe par le corps, le yoga, le qigong, la natation, tout ça, c'est... Escalader des montagnes, c'est escalader extrême des montagnes, quand même. faire de l'avion, de sauter en parachute, tout ça, c'est comme une thérapie, en fait. Je suis capable de faire ces choses. Oui, c'était une façon pour moi de guérir. Bien sûr, le self-défense, la self-défense, quand moi j'ai fait ces cours en tant qu'élève, c'était une thérapie ultime pour moi. Le premier cours, j'étais pas bien du tout parce que j'avais plein de flashbacks qui revenaient, puisqu'on fait ici des simulations de viol, il y a des madrichim qui sont habillés avec des khalifot, des costumes sur lesquels on peut taper vraiment, donner vraiment des coups sur les points sensibles. J'en ai fait un deuxième et c'est là que j'ai eu les déclics, j'ai dit mais il faut que j'enseigne ça, il faut que moi je devienne madricha. Qu'est-ce que le 7 octobre, vous qui avez subi tellement de traumatismes, qu'est-ce que ça vous a fait quand c'est arrivé? Alors le 7 octobre, pour moi ça a été terrible. Je suis restée vraiment paralysée. Je n'étais pas capable de bouger, ni de parler, ni de ne rien faire le 8, donc le lendemain. Et le surlendemain, donc le 9 octobre, je me suis dit, Céline, si tu veux pas retomber dans le trou où tu étais si longtemps, pendant si longtemps, lève-toi et va faire quelque chose pour les autres. Et j'ai trouvé le volontariat agricole. Les 15 premiers jours après le début de la guerre, j'étais déjà au kibbutz Be'eri en train de cueillir des avocats et ainsi de suite. Je n'ai pas arrêté depuis, je le fais régulièrement. Ça m'a aidée, bien sûr. Je pense aux victimes qui ne sont plus là et à celles qui sont encore à Gaza ou qui sont rentrées chez elles, aux blessures qu'elles ont subies et au temps qu'elles vont devoir passer pour se reconstruire. Pour moi, c'est terrible et j'aimerais leur transmettre un message d'espoir, que oui, on peut s'en sortir, même si on est au plus fond, au plus profond des tunnels, on peut s'en sortir, on peut retrouver la lumière. C'est cette résilience-là qu'on sent aussi dans le discours de certaines qui sont revenues, qui ont dit au monde entier qu'elles ont été violées et qui parlent, qui ont la force de parler, de raconter leur cauchemar. On la sent dans la société, cette résilience-là. Elle vous a aidé, à vous aussi? Bien sûr, tout à fait. Je pense que le peuple juif est un peuple résilient avec tout ce
que notre peuple a subi au cours de l'histoire. Nous sommes un peuple résilient. Ces femmes qui parlent aujourd'hui du 7 octobre, alors que beaucoup de temps est passé, mais en réalité pas si longtemps que ça, elles arrivent à en parler, à raconter. Moi, pendant les 6 premiers mois, j'ai rien dit à personne. J'étais pas capable. Donc elles, vraiment, elles ont une force. Et j'espère que la force qu'elles ont en elles, elles vont pouvoir grimper, s'en sortir et trouver leur voie. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens en France qui nous regardent? Je pose souvent cette question parce que c'est vrai qu'elle est criante d'actualité, qui aimeraient tellement venir et partager votre amour d'Israël, mais qui sont un peu coincés parfois en France pour des raisons financières ou éducatives, ou parce qu'ils n'ont pas peut-être les moyens de monter, ou parce qu'ils n'ont pas un travail adapté. Vous avez envie de leur dire quoi? Eh bien, j'ai envie de leur dire d'abord, bon, moi je suis née à Paris, j'ai vécu 37 ans à Paris, donc longtemps, hein, je connaissais Paris comme ma poche. Aujourd'hui, pour moi, retourner à Paris, c'est un supplice. Je ne peux plus mettre les pieds à Paris, je peux aller dans les Alpes, je peux aller grimper les montagnes, ou dans les campagnes, mais c'est tout. J'aimerais dire à ceux qui hésitent à faire le pas, et aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations qui peuvent aider dans ce processus d'Aliyah. Il y a Kalita, et puis il y a l'Agence juive. On peut trouver beaucoup d'aide. À l'époque où je suis venue, il n'y avait pas tout ça. Et c'est le pays des possibilités, donc tout est possible. On peut même changer de métier si on veut, on trouve. Et chacun peut trouver sa voie ici. Et on a besoin que tous les Juifs soient ici, en fait. C'est comme ça que moi je vois Israël, c'est que tous les Juifs finiront par nous rejoindre ici. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? De la bonne santé pour pouvoir faire encore plein de choses, aider les autres, faire traduire mon livre hein, qui s'appelle donc Achazara Nitzrit, qui veut dire le retour éternel. En fait, le retour éternel pour moi, c'est le retour en Israël, mais c'est aussi le retour à la vie que j'avais perdue, entre guillemets. Eh bien, on vous le souhaite. Il y aura peut-être quelqu'un qui va nous écouter qui le fera. Merci. En tout cas, à bientôt. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci Cathy.